Bienvenue dans ce nouvel épisode de Breloque où aujourd'hui on va s'atteler à parler des Rolex qui fonctionnent avec des piles. Eh oui, des Rolex à quartz. Alors ça peut paraître un peu surprenant parce que on a toujours cette idée que Rolex c'est des mouvements mécaniques prestigieux, robustes, mais c'est aussi des mouvements qui sont à quartz et qui fonctionnent à pile. Et pour cet épisode, on a le plaisir d'être accompagné de Veritas Watch qui va pouvoir nous mettre à disposition quelques de ces pièces qui sont dans des états absolument parfaits. Profitez bien de cet épisode, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous appréciez ce type de format, puis bien sûr, abonnez-vous. Bon Alex, merci de nous recevoir à Lausanne. Merci à vous. Voilà, donc toi, Veritas Watch, tu te présenteras après, je pense, ce que vous faites, les montres avec lesquelles vous traitez. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler du coup des fameuses Rolex à piles, parce que ça existait. Et puis, tu as pu nous rapporter une belle brochette. Exact. Donc, on va peut-être commencer tout de suite avec ce qu'est une Oyster Quartz. Et donc là, la parole est à toi, quoi. Donc ouais, la Oyster Quartz, on commence à en avoir vu pas mal, passer entre nos mains, que ce soit des Datejust ou des Day-Date, qui sont des modèles quand même relativement peu courants comparé au reste de la production Rolex. On parlait l'autre jour avec Mr Rolex, James, qui nous disait que d'après lui, ils avaient fait, on parle souvent de 25 000 exemplaires, toutes références confondues, d'Oyster Quartz. Mais a priori, il y aurait quand même un peu plus que ça parce que c'est 25 000 mouvements qui ont été passés par le COSC en fait. Donc les 25 000 viennent de là, mais a priori, il y aurait eu quand même un peu plus de production. Okay. Mais même si on part du principe que, admettons, si on fait une fois et demie, disons à peu près 40 000 exemplaires, c'est quand même une production qui s'étale pour la Oyster Quartz de 77 à 2003, 2002, je ne sais plus exactement précisément, mais début 2000, parce que les derniers cadrans sont au Luminova d'origine. C'est pour ça que d'ailleurs on retrouve beaucoup, typiquement avec les bleus, on trouve beaucoup de swaps avec des montres qui ont des cadrans des années 2000 au Luminova qui sont mis dans des montres des années 80. Donc il y a beaucoup de pièces qui ont été changées, donc là aussi il faut faire assez attention là-dedans, quoi. Et du coup, pour revenir un peu sur l'historique de la montre des années 70, quelle est sa genèse à peu près? Pourquoi elle est sortie là? Quelle a été un peu l'histoire de cette montre? Il y a plusieurs choses un peu en même temps. Je pense qu'il y a la crise du quartz déjà, clairement, qui a fait émerger des designs comme ça, et puis aussi les mouvements à quartz, logiquement. Donc d'abord, il y a eu la fameuse 5100 de chez Rolex, qui était plus ou moins dans la suite de ce qu'on a vu avec les Beta 21 de chez Patek et d'autres marques qui se sont mis ensemble dans ce conglomérat pour développer ces mouvements-là. Et puis, on a aussi la vibe Genta, donc boîtier tonneau. On en reparlera d'ailleurs. Oui. On en reparlera. Et donc un peu ce boîtier tonneau avec des bracelets intégrés, ce qui a donné en fait lieu à des déclinaisons des bracelets typiques de chez Rolex, donc le président, le jubilé et le Oyster, mais dans des déclinaisons un peu plus fines, un peu plus écrasées entre guillemets. Donc ça reprend vraiment le design, on en parlera après. Carrément, ouais. Avec chaque pièce. Mais donc on retrouve l'ADN de Rolex dans une pièce qui est quand même vachement différente, qui est bien inscrite dans son temps au niveau des designs. La seule différence avec toutes ces pièces Genta style typiques 222, ingénieur, Nautilus, etc. C'est qu'elles sont un peu plus épaisses parce que le calibre, donc le 50-35 respectivement pour les Datejust et le 50-55 pour les Day-Date, qui étaient plus ou moins basés mécaniquement sur des mouvements de Datejust et Day-Date. C'est pour ça que c'est vraiment un quartz assez particulier, c'est pas juste un quartz à pile. Là aussi, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Et c'est vraiment un mouvement de très très grande qualité, très solide, très fiable, très précis aussi. Ouais. Donc c'est vraiment des super pièces qui ont été boudées pendant longtemps et on les voit revenir petit à petit déjà au niveau de la cote. Même si nous, notre but, c'est pas de vendre des investissements, on est vendeur de montres, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait des pièces comme ça. C'est pas forcément au premier abord des pièces qui se vendaient très vite ou très bien, parce que ça s'adresse aussi à une clientèle qui est un peu plus connaisseur. Pointu, on peut le dire, il n'y a pas de mal là-dessus. Exactement. Ouais. Et donc, c'est pas forcément la première Rolex que tu achètes en général. Ok, très bien. Donc, ça s'adresse quand même à des gens qui sont un peu plus, qui ont fait leur recherche du moins et qui la connaissent, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Ouais. Et donc, ça, on y reviendra plus tard. Bien sûr. Mais en gros, après la 5100, on a le développement du proto qui est très recherché aujourd'hui, donc le 1530, 1630, en acier et en biton, qui sont en fait les boîtiers d'Oyster Quartz, mais avec des mouvements de Datejust dedans, donc avec les mouvements automatiques. Et il y en a à peu près, on parle de 1500 exemplaires. Une pièce assez rare, ouais, ça coûte plus de 20 000 € d'ailleurs. Ça aussi, c'est encore plus pointu.
une très belle pièce. Et puis on note souvent la différence parce Le que Réo. logiquement, exactement, Bien sûr. le Réo est un truc radial, donc ça lui donne une gueule un peu différente. Et donc voilà, ça en 74. Et puis les premières Oyster Quartz sortent en 77. Et puis typiquement, on en a une de 77 là qui est une rare One Line ou Mark 1, ça dépend comment on les appelle. Hein, mais, en gros, on parle d'une production d'1 an et demi Ok. sur ces pièces-là. Donc ça reste des pièces qui sont quand même vraiment, vraiment rares. Donc là, on a la chance d'avoir un de nos très gentils et aimables clients qui nous a prêté une montre Absolument. qu'on lui a vendue il y a quelques mois. Je pense Donc qu'on peut le nommer, hein, Victor. Merci S'il à toi, passe par là, Victor. merci à toi de nous avoir prêté cette superbe pièce. Ouais, on lui avait vendu il y a à peu près 6 mois, un truc comme ça. Et il en est super fan, il la porte hyper souvent, il nous envoie plein de photos, donc ça fait hyper plaisir. Non, mais il nous en a beaucoup parlé aussi et Ouais. il l'aime énormément. Ouais, il l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, moi j'ai une autre question par rapport à ça. Pour toi, l'Oyster Quartz, c'est quoi? C'est une montre sport? C'est une montre habillée? En fait, qu'est-ce qu'on fait avec? Quel est le style qu'on veut lui donner? Parce qu'elle existe, on le verra très prochainement, dans quelques minutes. Bah, il y a plusieurs déclinaisons. Mais pour toi, l'Oyster Quartz, c'est quoi? C'est pour faire du sport? C'est pour sortir boire un verre? C'est pour se marier? Ça sert. Je trouve que c'est un très très bon daily. C'est moins habillé qu'une Datejust, mais en même temps, on peut quand même la porter à des events assez classe, je trouve. Enfin, c'est un truc qu'on peut vraiment porter dans beaucoup d'occasions. Pour moi, elle n'a pas d'occasion purement désignée. Bien sûr. Même si, voilà, suivant les déclinaisons, on aura un look un peu plus sportif sur une 17000 par exemple, là où une 17014 est déjà un peu plus habillée, ou la Horacier qui va clairement être plus criante années 90, Clairement. ou si on part carrément sur de la day date. Donc ici, la seule référence qu'on a des classiques, hein, outre voilà, les 1948, 1948, les pyramides, les rainbows, les choses comme ça. Là, on a un échantillon de presque toutes les références de base. Il nous manquerait juste la 19018, qui est la même que celle-là, mais en or jaune. Et donc, on peut un peu voir les différences. Mais oui, je pense que c'est quand même une pièce qu'on peut... Typiquement, pour moi, le meilleur daily, ce serait la 17000. Parce qu'elle est assez discrète, elle n'est pas très bling-bling. Enfin, moi, je déteste ce mot, mais elle n'est pas très très voyante. Déjà un peu moins que la version avec la lunette en or blanc. Et donc elles se font bien dans la masse, je trouve. Plus polyvalente. Ouais, aussi. Et puis surtout, c'est con, hein, mais on n'a jamais besoin de la remonter. Donc c'est assez pratique. C'est vrai que c'est un peu l'avantage. Et je voyais justement un reportage au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces montres-là. Ça fait pas non plus très très longtemps que je m'y intéresse, hein, aux Oyster Quartz, mais ça doit faire 6-7 ans, un truc comme ça. Et puis au début, je les voyais, ça coûtait 1500 balles, 2000 balles. Et puis maintenant, ça a quand même vachement pris de la cote. Et puis à l'époque, j'avais vu un documentaire ou une vidéo d'un horloger, je crois, à Hong Kong ou au Japon. Et il disait qu'en fait, c'était la montre qu'il prenait tous les jours le matin, parce que c'est celle qu'il avait jamais besoin de régler. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça paraît con, hein, mais si on a une montre pour tous les jours, même si on alterne, si on la porte tous les jours, ça pose pas trop ce problème-là. Mais dès qu'on a 2-3 montres, et c'est rarement une One Watch Collection. Genre, c'est pas le type de pièce que tu vas avoir si tu n'as qu'une seule montre à acheter en comme général. ça, bien sûr. Exactement. C'est déjà quelques pièces avant. Et quelques Rolex notamment. Ouais. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont cette... comment on pourrait dire Se dire, bah tiens, la seule Rolex que j'ai, bah, ça va être une Rolex à quartz, quoi. Ouais, clairement. Sûr. Ouais. Pour beaucoup de gens, ça fait très bizarre et on l'a vendu, on en a vendu quand même quelques-unes. Et c'est toujours assez drôle parce que tu amènes la montre au client, puis il est là. Faudrait que je m'habitue à ça parce que l'aiguille, elle tique et elle fait énormément de bruit. Je pense qu'il faut le préciser, ça, pour ceux qui sont peut-être pas assez familiers avec l'horlogerie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on regarde ces vidéos, c'est parce qu'on essaie de vous transmettre un peu toutes les connaissances qu'on peut avoir, notamment grâce à toi aussi, hein, d'ailleurs. Et bah, effectivement, une montre à quartz, elle va avoir une course d'aiguille qui va être toutes les secondes, alors qu'une montre automatique ou mécanique va vraiment avoir une course qui va être beaucoup plus fluide. Et donc, à l'œil, c'est pas la même chose. Et puis, l'aiguille du quartz, on peut l'entendre ici. Ouais, elle tique. Elle tique. Ouais. Elle tique. Ouais. Elle tique assez fort d'ailleurs, c'est assez marrant. C'est clair. C'est assez bizarre au début, mais après on s'y fait. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais ouais, c'est vraiment une pièce, moi je trouve, qui est originale et qui montre aussi un certain intérêt de chercher dans des références qui sont moins connues et de pas juste s'arrêter au ah mais c'est du quartz, c'est pas bien. Bien sûr, il y a un parti pris derrière de prendre une pièce comme ça qui n'est pas une Datejust, qui va être beaucoup plus consensuelle. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, elle plaise quand même beaucoup aux gens quand ils les voient en vrai. Et c'est quand même un design assez tranché, mais on reprend vraiment l'ADN de Rolex avec le Jubilé par exemple, qui est repris sur les 013 et 014. Justement. Et l'Oyster sur les autres. Ça va être arrivé un moment où justement on va pouvoir parler de ça. Quels sont en fait, grossièrement, les différents types de montres qu'on peut avoir, les différentes finitions qu'on a.
Là, on voit qu'on a de l'acier, de l'or acier. Mhm. Là, on va quand même préciser que ce que tu as au poignet, c'est C'est la une version Day-Date blanc. Oyster Quartz, mais en or blanc, ouais, tout à Ouais, fait. exactement. Donc, pas mal de types. Il y a une finition qui est intéressante à parler. Mhm. Mais je pense qu'on va déjà pouvoir commencer à parler avec Je les pense avec la bracelets. première, Ouais. la OG, ouais. Tout à fait. Qui a un bracelet. Qui est en fait un bracelet Oyster, mais qui est construite d'une manière assez particulière parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est un maillon en fait collé, je ne sais pas comment ils les faisaient à l'époque, mais ils ont pas de... Ils tournent pas comme les maillons normaux de Oyster où le maillon du milieu est désolidarisé des autres en fait. Ok. Et du coup, c'est un seul, on a Sûr. l'impression que c'est un seul, comme un chevron un peu. Donc ça donne ce côté très monobloc à la montre, qui lui donne aussi des reflets un peu comme une Audemars, Bien sûr. comme une Royal Oak. Certes, avec moins de détails quand même qu'une Royal Oak au niveau de la finition, hein, on est d'accord. Mais donc ça, c'est vraiment la version, c'est ce qu'on pourrait comparer à une 1600 de chez Rolex de l'époque. Ouais. Donc une Datejust lunette lisse, mais sur Oyster. À savoir que, à ma connaissance du moins, c'est possible que ça existait, hein, ou peut-être sur commande ou quoi, mais j'ai jamais vu, en tout cas, à moins que ce soit une Franken, j'ai jamais vu une lunette lisse sur une bracelet jubilé de ces références-là. Peut-être Ok. que ça existe, hein, Ouais. je suis loin de tout connaître, mais en tout cas, j'en ai jamais vu. Donc après, on peut très bien, admettons que le client qui veuille absolument une lunette cannelée, mais le bracelet Oyster, ça peut toujours, on se peut toujours faire, trouver une lunette hors blanc à côté et puis la mettre dessus. Tant qu'on la garde d'origine en entier, c'est pas, Bien c'est sûr, pas bien trop sûr. souci. Puis c'est à la demande du client, ça, Ça fait il toujours fait un ce peu que de tu veux. tuning, quoi. Donc la première version, la plus ancienne qu'on a ici, c'est cette 17000 qui nous a été prêtée gentiment par Victor, qui est un client et un ami maintenant. Et un passionné surtout, on le Ouais, précise, un exact. grand passionné. Parce que pour acheter ça, il faut être passionné. Ouais, carrément. Et c'est aussi une pièce, voilà, c'est une pièce de conversation, dans le sens où on entend souvent ce terme en anglais, mais en gros, c'est vraiment si on voit quelqu'un qui porte ça, on est sûr qu'il est passionné. Ouais, bien sûr. Et c'est un truc, moi, je croise un mec dans la rue qui a ça au poignet, je vais lui taper la conf. Ce que je vais pas forcément faire s'il porte une Wimbledon, quoi. Et donc, c'est vraiment des pièces qui s'adressent aussi à une audience de gens qui ont souvent, comme on l'a dit déjà, probablement une voire deux, voire plus de Rolex. Mais surtout qui cherchent voilà, une pièce particulière et puis un quartz de qualité. Moi, je suis pas du tout anti-quartz, mais on a quand même un truc, faut s'habituer. Après, c'est assez pratique pour tous les jours. Et puis le mouvement, comme on l'a dit avant, c'est un mouvement qui est extrêmement bien décoré et qui est limite mieux décoré que les mouvements mécaniques de la même époque de chez Rolex. Il y a des côtes de Genève sur un quartz. Enfin, c'est vraiment un très très beau mouvement, quoi. Peut-être préciser aussi, le code de Genève, c'est vraiment une finition qui est assez, Ouais, qui est quand même réservé de base à des montres d'une certaine gamme, quoi. tout à fait. Et là, on peut le retrouver sur ces mouvements-là. Et pour en avoir vu en vrai plusieurs fois, c'est absolument magnifique. Il est superbe. Puis on est toujours un peu surpris parce que sur un quartz, on s'attend pas forcément à ça. Et en fait, c'est du plus bel effet, quoi. Clairement. On voit qu'ils n'ont pas fait les choses à demi-mot pour dire de faire une montre à quartz. Non, non, ils sont allés jusqu'au bout. C'est Rolex, hein. Vraiment, c'est du full in-house. Enfin, ils avaient bossé avec des gars qui bossaient à la fédération horlogère, mais absolument, mais sur le principe, c'est d'ailleurs, je pense, un des premiers mouvements qui a été autant développé en interne, même si voilà, ils ont absorbé Egler en 2004. Hein, mais sur le principe, c'est un mouvement qui a été fait que pour Rolex et on ne le trouve pas ailleurs, quoi. Donc déjà ça c'est un truc qui est en plus. Et puis le mouvement est d'une qualité, d'une solidité, d'une robustesse. Des fois, il faut juste faire plus ou moins attention. On avait parlé des micromoteurs, des fois qui peuvent lâcher. Mais moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Fidèle à Rolex, quoi. Très qualitatif. Ouais, hyper quali, quoi. Donc là, cette 17000, c'est un Early, elle est de 78. Donc c'est en fait, il y a eu une production d'1 an et demi, on parle de 18 mois sur les cadrans Mark 1, donc single line. Certains les appellent Mark 1, certains les appellent One Line, il n'y a pas de dénomination officielle. C'est pas encore aussi catalogué du moins que par exemple une sub 1680 où vraiment on a des tableaux. Carrément, Donc il y a plusieurs versions de cadrans. Donc celui-ci, Autricium bien entendu, qui a pris une très belle patine assez typique des montres des années 70 et early 80. Donc vraiment une patine pumpkin, qui est très belle, rouge, quoi. Ouais, c'est hyper beau. On la verra à l'image, c'est absolument beau. Et le cadran en plus, il a tiré un petit peu au crème, il a patiné aussi un peu, elle est vraiment dans un état fou, quoi. Et donc du coup là on a parlé des déclinaisons de cadran rapidement, en fait surtout sur les finitions, les trucs qui vont vraiment être des détails de nerd, savoir quel est le marque de son cadran, quel est le MK.
Mais du coup, dans la déclinaison de cadrans, on va retrouver des cadrans qui vont être silver, bleu sur cet exemplaire. Bleu, qu'il faut qu'on ouais. parle, hein, parce que, En gros, on a noir, gris, Champagne. champagne, silver, après Ouais. ça dépend. Gris, a priori, que avec diamant. Bleu, qui sont souvent les plus recherchées et celles qu'on galère le plus à trouver. Hein. peut tourner en violine, si je dis pas de bêtises. J'ai un ami qui a une superbe Exactement. OQ, Ouais. Surtout les Mark 1. Ok. Elles tournent pas mal. Je sais pas pourquoi, mais elles peuvent tourner au violet. Et puis sinon, outre ça, bon, ça c'est les finitions des cadrans. Ouais. Bah après, il y en a peut-être. Enfin, Ouais, bien c'est sûr. les couleurs de base. Après, Bien c'est sûr. Rolex. Hein. On sait toujours qu'il y a C'est- 15 000 finitions, mais typiquement, en tout cas, j'ai jamais vu des Linen ou des trucs comme ça, ou même des Tapestry, je crois que j'ai jamais vu. Ok, ouais. Mais c'est possible qu'il y en ait eu. Bien sûr, bien sûr. Il y a des trucs assez rares qui ont été faits chez Rolex, mais globalement, c'est les couleurs de base. Après, je pense que plus ou moins chacune, on pouvait la trouver avec des index diamants ou des trucs comme ça. Mais en gros, sur les couleurs, sur les basiques, donc les Datejust, c'est celles que je connais. Il y a aussi logiquement les couleurs or. Hein, Ouais, bien sûr. Il y a toutes les mêmes déclinaisons qui ont été faites en biton. Ouais. Bien sûr. On en a d'ailleurs une dans notre collègue avec Tim, qui est du coup maintenant qui fera une belle paire avec celle-ci, qui est une 17013 Mark II bleue, Ok. avec un cadran très très bleu, enfin très foncé. Donc 17013, c'est donc acier. cet exemple-là, hors Exact. acier tout à fait, avec cadran bleu. Ouais. Du coup, Racing cadran bleu, et en plus elle venait du premier proprio. Ouais. Boîte papier, alors ça on y reviendra aussi, nous on n'est pas du tout du genre à vénérer les boîtes et papiers, l'important c'est toujours l'état d'une pièce. Là la preuve, il n'y en a aucune qui a ces papiers. Hein. Ah oui. Et en gros, on l'avait. Du coup, c'était un joli plus, mais surtout que les papiers, c'est une chose, mais qu'on avait une traçabilité parce que. Bien sûr, c'est plus important que des papiers. Hein, ça, Exactement. On en reviendra à la fin de la vidéo. Exact. Si on reste sur les déclinaisons, Ouais. si on revient plutôt sur les déclinaisons, là on a vu qu'on avait du coup une montre tout acier finalement. Là, avec un bracelet dit Oyster. Alors moi j'aime beaucoup ce que tu dis, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est en fait, on a repris les trois bracelets principaux de Rolex, à savoir le bracelet Oyster, le bracelet Jubilé, 5 mailles, et puis le bracelet président. Exactement. Et toi, tu m'as dit que ces bracelets étaient en fait les bracelets Rolex, mais aplatis. Et en fait, c'est C'est vrai. un peu ça. Hein. Et là, on voit qu'un exemplaire déjà magnifique qui est Celle-ci, elle est vraiment dans un état exceptionnel. jamais porté. Ouais. Parce que celle-ci n'a jamais été touchée, jamais portée. Elle est vraiment. On voit trop souvent et trop faussement le mot New Old Stock partout. Et Unpolished aussi d'ailleurs. Donc ouais, cet exemplaire-là, il est vraiment dans un état exceptionnel. Elle va rester dans dans la collection pour le coup de Tim, qui est mon associé sur Veritas. Et du coup, on a décidé, dès qu'on l'a reçue, on s'est dit, faut la garder celle-là, parce que déjà la 17014 est un petit peu plus recherchée, enfin elle est un peu plus chère. Et d'ailleurs, pour la décrire, on a un bracelet qui va être 5 mailles jubilé. C'est l'équivalent d'une 16014 de l'époque, quoi. Donc jubilé. Une Datejust sur jubilé avec. La 16014 pouvait venir aussi sur Oyster, hein, mais la config de base c'est ça, c'est jubilé, lunettes cannelées en or blanc. Qui est absolument impeccable. Elle est impeccable. Donc ça du coup, deuxième déclinaison de la montre Oyster Quartz, Ouais. ça va être ce bracelet jubilé avec cette lunette cannelée en or blanc. Exact. Qui est du plus bel effet et du coup ce qui va Surtout pouvoir. quand t'es dans un état pareil. Ah ouais, Celle-ci n'a jamais été portée. On entend trop souvent le mot unpolished, qui est trop utilisé à tort, et New Old Stock encore pire. Que les bons polissages ça existe. Oui, exactement, et c'est pas du tout une mauvaise chose. Hein, si ça a été poli, tant que ça a été bien fait et tant que le mec a pas les proportions et a enlevé 2 mm par arête, c'est bon. Mais là, pour le coup, elle est vraiment New Old Stock. Elle a deux stickers, donc le sticker d'usine Rolex, plus le sticker d'import de Japon. Et puis il y a même le plus impressionnant, c'est le sticker sur la boucle. Ouais. Et ça, c'est le premier truc qu'on enlève. Ici. Le sticker rouge, vraiment New Old Stock, quoi. Donc en plus, elle venait avec sa boîte d'origine de 3 bouclettes. Elle n'a juste pas les papiers, mais franchement, on va s'en remettre. Vu l'état, il n'y en a pas beaucoup dans le monde comme ça, je pense. Et encore plus dans la config la plus recherchée de l'Oyster Quartz, qui est, plus recherchée, je sais pas, mais du moins la plus courue, la plus cotée. Donc la 17014, du moins en Datejust, hein, bien sûr. On va parler des Day-Date après, mais surtout avec le cadran bleu qui est souvent le plus recherché, quoi, et celui qui est le plus dur à trouver en bon état aussi. Et donc, du coup, ce modèle-là va nous guider vers le prochain, qui est du coup une déclinaison plus 80s, hein, on va dire. Donc ça, c'est une 17013 qui est du coup l'équivalent encore une fois d'une 16013 de l'époque, hein. Donc en boîtier biton. Absolument. Silicara jaune qui ici a pris une patine un peu. Patine sur le bracelet, sur les maillons centraux, qui est délicieuse. Puis pareil avec cette lunette cannelée.
Donc un style Plus tranché. faut assumer, hein. Ouais, faut l'assumer, mais C'est- moi je trouve sympa et c'est des pièces que souvent les gens aiment pas en photo, Ouais. comme cette belle Royal Oak. Ouais, dont c'est c'est des- clair la provenance. Ouais, exactement. Mais tout ça pour dire que c'est pas forcément des montres qui plaisent en photo, Ouais. mais quand on les voit en vrai, c'est vraiment cool ces Vuitton. Ouais, là-dessus, je pense qu'effectivement, moi je te rejoins à 100%, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été délaissé pendant longtemps et qui, Oui. pour beaucoup, commence à revenir de plus en plus sur le marché. Clairement. On l'a vu, Rolex avec l'Explorer 1 qui est ressorti en Vuitton. 36 et en Vuitton. Faut aimer, mais c'est Ouais, vraiment faut des aimer. montres, faut faire le premier pas, quoi. Oui, Et une fois qu'on clairement. l'a fait, ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça peut rebuter. Oui. C'est Mais plus simple de porter de l'acier. Effectivement, mais je pense que c'est une pièce à avoir après tôt ou tard dans la collecte. Je parle pas forcément d'une Non, 17013, bien sûr, ouais. mais ça peut être une GMT. Moi, j'adore les root beer, par exemple, bien c'est sûr. hyper cool. Après, voilà, il y en a qui vont plus partir sur une blousaille, donc la sub bleue en Vuitton, elle est un peu plus, Ouais, elle est c'est un peu ça. plus voyante, quoi. Mais chacun son style, il en faut pour tout Absolument, le ouais. monde. Puis si on aimait tous la même chose, ce serait C'est ennuyant. vrai. Ce serait ennuyant. Et du coup, même typiquement les Vuitton chez Audemars, hein, Elles sont très bien réussies, elles sont hyper bien Les faites. montres sous-côté. Clairement, elles sont. Et puis moi personnellement, ça a toujours été ma Vuitton préférée, c'est la Royal Oak. Ouais, J'ai toujours bien préféré sûr. ça à la 222, à l'ingénieur, à la Nautilus. Après, J'en c'est pense pas uniquement moins. personnel. J'en pense pas Voilà. moins, je pense qu'on est d'accord. Merci. Et puis en plus, elles sont plus dures à trouver en bon état. Ouais, c'est vrai. Tu as de l'or dessus. Bien Donc, sûr. plus qu'une acier du moins. Parce que souvent elles ont été repolies, souvent elles ont été marquées, etc. Donc Là aussi, ouais, c'est c'est plus vrai. compliqué de les trouver en bon état en Vuitton. On peut aussi faire cette précision, c'est que l'or est une matière qui est beaucoup plus tendre. Ouais. Donc Plus équilibré. plus facile d'avoir un bracelet qui stretch, qui va se détendre. Ouais. Là, on voit qu'on est quand même sur, Rien. comme un peu votre stock, hein, des pièces qui sont toujours en excellent état et qui, voilà, C'est gentil. c'est pour ça qu'on vous apprécie bien, hein. Ouais. Et du coup, ça va nous apporter sur la dernière déclinaison, hein, Ouais, exact. qui est celle que tu portes au poignet. Ouais. Ça, c'est une montre qu'on a cherché pendant longtemps pour nous, en fait, hein, pour notre collecte, parce qu'on a chacun une collecte perso, puis on a une collection commune, qu'on appelle la collecte Veritas un peu, avec Tim, où on se partage des pièces. Enfin, de base, on se partage toutes nos pièces, hein, même celles de nos collections perso. Hein, s'il y a un qui veut porter une, il n'y a pas de souci. Mais celle-ci, on l'a cherchée pendant, je sais pas, je pense 2 ans, au moins, on en trouver une belle, parce que déjà, le modèle est très rare. Bien sûr. Enfin, de base, il est assez rare quand même, même déjà en or jaune. Alors en or blanc, il est très rare. Mais en plus, en alta comme ça, il n'y en a pas non plus 15 000. Ouais, c'est Et bien sûr, merci. c'est plus lourd qu'une Day-Date normale. Hein. Et alors, en plus d'être plus lourd qu'une Day-Date normale, je crois que tu as même une anecdote un peu plus surprenante, c'est qu'à l'époque, c'était plus cher. Exact. A priori, hein, du moins. Ouais, si on selon, regarde elles étaient un peu plus chères que les Day-Date de l'époque, quoi. Et Day-Date, du coup, quand même, pour Enfin, Day-Date automatique, quoi. préciser, c'est qu'on a la date et du coup, le jour. Ouais, exactement. absolument, Et c'est marrant parce que je l'ai montré à pas mal de gens, cette montre, parce que je la porte tous les jours, hein, ces temps. Ouais. Et en fait, les gens savent même pas que la Oyster Quartz a existé en Day-Date. Bien sûr. Parce qu'on connaît la Oyster Quartz un peu normale, la Datejust Oyster Quartz, mais la Day-Date Oyster Quartz est vachement plus rare. Après, elle a eu des déclinaisons encore plus rares, qui sont, je sais pas, les 19048, les 19048, 19038. Qui sont pour En nos gros, auditeurs. qui sont des références un peu plus spéciales, on va dire. Ouais. Donc on aura des pyramides, par Bien exemple, sûr. Ouais, donc, ça, on voit. avec la lunette qui en fait est constellée de petites pyramides, et les maillons centraux du bracelet. Il y a des versions Certi, il y a même une qui s'était vendue aux enchères, une version Rainbow, Ok. qui était partie à 600 ou 700 000. Et alors, du coup, ça m'apporte à une question, tout ça, parce que là, on a vu en fait les différentes déclinaisons de cadrans qui existaient, les différentes déclinaisons aussi de bracelets, de matières. Ouais. On précise aussi que l'exemplaire que tu as en or blanc, il existe aussi en or jaune. Ouais, la Donc, 19018, du coup. Tout à fait. Ça, c'est une 19019. Et ce qui fait que ça quand même laisse un choix assez vaste, même si bon, là, on est sur des pièces qui sont quand même assez rares à trouver. Franchement, ouais, non, on a Le cherché skier. pendant longtemps. Ouais. Et du coup, ça apporte une autre question, c'est aujourd'hui, on a vu que le prix, tu en as parlé tout à l'heure, a quand même pas mal augmenté. Ouais. Est-ce que c'est une montre qui est, selon toi, surcotée? Est-ce que c'est une montre qui est sous-cotée? Quel est ton avis sur la question? C'est assez difficile, hein, surtout d'un point de vue d'être objectif d'un point de vue vendeur. Hein, mais C'est compliqué. là, c'est plus mon côté passionné qui va parler parce que c'est des montres que j'adore. Et de base, chez Veritas, on essaye de prendre que des pièces qui nous plaisent. Ouais. C'était une des premières c'est un des fondamentaux de nos premiers achats en fait horlogers. On a juste acheté
au début pour collectionner, puis après on en a vendu une, puis après 2, puis après 3, puis c'est parti un peu comme ça. Mais donc pour moi, elles sont sous-cotées, mais même à titre personnel, hein, parce que voilà, je dis pas ça pour les acheter, en mode, Ah, bien ça sûr, va bien prendre de la sûr. valeur, hein, mais ça personne le sait, hein, personne Non, ne peut non, savoir. le but c'est vraiment ça de va voir aller, quoi. d'un point de vue par investissement parce que Parce que on s'en pas fout vraiment un le peu, topic quoi, de mais la chaîne quoi. Hein, non, c'est, non, on c'est pas le porte des but. montres pour ce que Pour c'est. les Hein. kiffer, quoi. C'est pas une Et- surprise. Mais je pense que ouais, c'est quand même encore un peu sous-coté pour ce que c'est, pour la rareté, pour la difficulté d'en trouver une en bon état. Le fait que ce soit une Datejust et que ça ressemble pas à une Exactement. Rolex et que ça ressemble pas vraiment à une Rolex Ouais. quoi. De loin. Et ouais, on retrouve pas mal de caractéristiques assez intéressantes, hein. C'est un des seuls quartz qui a été fait par Bah. Rolex. Enfin, en tout cas, un des seuls modèles vraiment dédiés au quartz. Il y en a eu beaucoup, hein. C'est pas le seul, mais Si on prend la Texano, ouais. c'était le premier quartz chez Rolex. Ouais. C'était aussi la première montre de chez Rolex à avoir le quick date, donc la date rapide, et le Versaphire également. Donc montre en fait qui a quand même Oui, qui a un mis beau beaucoup de tournant trucs, quoi. Clairement. Et d'ailleurs, même la 1530 hein, aussi est une ref qui a un verre saphir. En fait, toutes les Oyster Quartz sont saphir. Donc ça, c'est assez cool. Ça donne aussi un côté daily qui est vraiment pas mal. Mais est-ce qu'elles sont surcotées, sous-cotées? Ça, personne ne peut le dire. Je pense que ça sera Non, c'est très compliqué, appréciation de chacun. bien sûr. Mais pour moi, ouais, ça a encore de la réserve en fait, parce que on se rend compte à quel point c'est difficile de les trouver quand on doit en chercher souvent. Des belles. Et ça devient vraiment compliqué de trouver des belles. Beaucoup ont des aiguilles de service, beaucoup ont des polissages qui ont été très mal faits. Encore une fois, on l'a dit avant, c'est pas un souci si c'est terre poli, Bien tant sûr. que ça a été bien fait. Et beaucoup ne l'ont pas bien fait justement. Et du coup, c'est des galets, les trucs, c'est une horreur. Parce qu'on a quand même des belles finitions. Là, je vois avec Ouais. des chanfreins qui sont assez beaux sur la Ils boîte, sont bien. qui sont pas des chanfreins qui vont être, qui ont Des la chanfreins droits. finesse, Ouais. qui sont pas Qui des chanfreins s'affinent droits, un tout à fait, peu, ouais. qui s'affinent un peu sur le bord du boîtier. Carrément, donc c'est Ouais. très beau quoi. Tu le vois surtout sur celle-là, hein, qui est la Ouais, mieux qui est préservée. dans un Les état trois pristine. sont vraiment très bon état. Ah, vous êtes droit dans l'alignement. Là. Allez mon cochon là. Bah merci Alex déjà pour toutes ces précisions. Je pense que ça a Avec apporté plaisir, pas mal de valeur déjà de savoir que une Rolex à pile ça existe et en Mhm. plus de se dire que c'est une pièce qui est hyper intéressante quoi d'un point de vue Ouais. collection etc. Clairement. C'est assez cool. Il y a une légende qui raconte que Monsieur Genta aurait dessiné, je sais pas si tu vas nous en dire plus, bah la On sait Texano pas quoi. vraiment. C'est pas vraiment ouais. On sait pas trop, hein, parce qu'il a bossé sur tellement de montres que. Après, voilà, c'est toujours. Enfin, c'est comme la 222 qui a été faite par Jörg Isaac. Typiquement, on ne sait pas vraiment si c'est. Il y a plein de montres qu'on imagine ou qu'on attribue faussement à Genta, mais qu'elles ne sont pas. Bien sûr. Donc, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de designers très talentueux qu'on oublie aussi. Beaucoup de femmes aussi qui ont designé des montres très connues et souvent on retient beaucoup les hommes. Un peu comme dans l'architecture ou le design. Hein. Si on regarde Charlotte Perriand avec Le Corbusier, c'est elle qui a fait beaucoup de son mobilier et on retient souvent les hommes. Mais il y a eu aussi des femmes qui ont fait des très beaux designs. Hein, notamment Jacqueline Dimier qui a fait ensuite toute la ligne Certi et Royal Oak femmes. Tout à fait. Toutes les mid-size aussi. Donc il y a eu quand même, des noms à retenir qui sont importants. Des deux côtés, quoi, hommes comme femmes. Il serait intéressant de faire un épisode dessus d'ailleurs. Ouais, je pense que ça peut être bien. Et ouais, pareil, ça aussi, pour moi, c'est des montres qui sont unisexes. Hein. Nous, on n'attribue pas de sexe aux montres. Hein. Des fois, Ouais, les bien gens sûr. disent mais c'est 36, c'est femme. Je suis là, bah non, pas vraiment. Ouais. Souvent, c'est des gens qui veulent des hublots en 45 mm. Oula, Donc, attention c'est là, pas ça tire à balles réelles, on n'en pense pas moins. Voilà. Donc, si vous portez des hublots en 45 mm, Si vous avez un poignet de 27 cm, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que souvent, on remarque que les gens veulent acheter plus gros de leur poignet. Et puis après, ils viennent de plus en plus à des petites tailles, alors que ça, c'était des tailles hommes. Hein. Non, c'est vrai. En fait, on va pas essayer de défendre, de prétendre d'avoir le monopole du bon goût, hein, ça serait trop facile. Mais c'est en fait, moi, tous les collectionneurs que j'ai rencontrés, et j'estime en être un petit, un modeste à ma façon, bah, c'est que les gros diamètres, ça passe un peu aux oubliettes quand on commence à rentrer un peu plus profondément dans la passion. Oui. Parce que le plus petit diamètre, on le répète à chaque fois, mais on a une finesse, on a quelque chose qui est plus petit, plus discret, plus élégant, et c'est ce qu'on aime en fait. Hein. Oui, effectivement. Mais il y a typiquement des montres moi, que j'adore. Par exemple, la Bulgari Octo, c'est une montre que j'aime beaucoup, mais que je trouve trop grosse. Ouais, mais après, c'est uniquement mes goûts. Hein. Il y a des gens à qui ça doit plaire. Bien sûr. Et il le faut. Et je ne suis personne pour dire que c'est pas beau ou que c'est beau. Hein.
Si seulement on avait C'est clair. c'est compliqué, quoi. Donc voilà, pareil, il y a des gens qui vont trouver ça abject, l'or acier là-dessus, ce que je peux comprendre, c'est pas au goût de tout le monde, hein. Non, surtout l'or acier qui est très... Clairement, qui est assez, surtout l'or de chez Rolex, c'est quand même assez voyant, quoi. Mais encore une fois, voilà, il en faut pour tout le monde et c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir les différentes déclinaisons qui ont été faites de ces modèles, Bien sûr. plus encore ceux en or blanc et en or jaune, D'une rareté... qui sont vraiment assez rares et qui sont surtout extrêmement beaux. Ouais, carrément, je trouve ça très beau. On l'a gardé pendant un moment pour nous. Et là, on va passer peut-être sur une Certi ou quelque chose d'un peu différent. Donc, on a commencé à la mettre à la vente gentiment. Très bien. Mais le but, c'est pas de la promouvoir ou quoi. Juste Bah, justement, pas que les gens pensent que je dise qu'elle fait partie de notre collecte perso puis que 2 jours après, elle soit vendue sur Veritas. Oui, bah d'ailleurs, vu qu'on est là, en fait, Ouais. tu vas peut-être pouvoir nous parler un peu de ce que vous faites avec Tim, parce que c'est l'occasion, quoi. Ouais, c'est sûr. Déjà, merci pour être venu nous voir, enfin d'être venu nous voir. Et merci de nous avoir proposé aussi de nous mettre à disposition ces très belles pièces. Ouais, avec grand plaisir. Le but, c'est de les partager, hein. C'est comme tout, hein. Enfin, nous, ça nous fait hyper plaisir. Depuis le début, on a commencé ça vraiment comme passion. Enfin, c'est toujours une passion, hein, mais comme petit truc à côté des études, hein, parce que Tim a fait l'école hôtelière, moi je finis mon école d'architecture. Et du coup, on finit d'ailleurs dans 6 mois toutes nos obligations. On prend un bureau, puis on se met vraiment à 100%. Mais l'entreprise, on l'a fondée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis on a créé une seconde entreprise où on est 3 cette fois avec un autre ami, Max, où on est... En plus de Tim, on voulait garder Veritas à 100% pour nous. Très bien. Et puis on a Denis à côté qui lui se concentre sur des montres plus modernes. Le but n'étant pas que de vendre des Rolex céramiques, même si logiquement il y a beaucoup de demandes, donc on y répond aussi. Mais aussi de partir sur de la Breguet, de la Languet, de la Patek, des montres ou même des Cartier, mais des montres intéressantes et pas juste des trucs standards, même si logiquement il y aura de la Sub, il y aura de la GMT, il y aura de la Vito. Enfin, c'est logique, mais après, donc voilà, on a commencé ça vraiment purement par passion et c'est toujours un kiff énorme de recevoir, voilà, je sais pas, 10 montres par semaine. Bien sûr. On a des trucs de fous qui nous passent entre les mains et surtout, le plus important là-dedans, c'est qu'on rencontre des gens hyper sympas, t'en fais partie, des passionnés et puis pas le dire, en fait, des gens qui deviennent des amis aussi sur la longueur et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est le plus important, ce qu'on oublie tout le temps. Et puis, c'est aussi que cette aventure, on l'a fait à 2, on n'est pas tout seul, on est avec Tim, on fait ça. Et c'est vraiment, c'est un ami d'enfance, Tim, on est voisins, on se connaît depuis qu'on a 4 ou 5 ans. Donc c'est hyper cool de pouvoir partager ça et de pouvoir, voilà, de s'enrichir aussi de rencontres, de montres, de connaissances, parce qu'on est loin de tout connaître et on apprend vraiment tous les jours. À force de voir, à force de comparer, on aiguise notre œil, on aiguise aussi nos goûts. Parce que typiquement, c'est des pièces, par exemple, les Day-Date, hein, tout con, hein, mais une Day-Date en or jaune, je trouvais ça ignoble avant. Et maintenant, c'est une montre que je porte un jour sur 2 parce que j'adore ça, quoi. Carrément. Et j'adore l'or. Ça aussi, c'est des goûts qui se sont développés. Et je vois aussi autour de ma famille, typiquement, au début, la première fois que j'ai acheté une Rolex, typiquement, j'en parlais à mes parents et ils disaient « Ah non, une Rolex et tout, machin, blabla ». Alors que pourtant, on est en Suisse, on a l'habitude de les voir. Hein. Mais, et puis en fait, je leur ai montré et ils ont adoré. Et depuis, ma mère, j'ai trouvé 2 Datejust pour ma mère. Mon père a une Explo 2. Polar. Mon frère, il a une Polar, une Speed. Le virus est passé, quoi. J'ai acheté une 16233, donc Datejust Biton cadran noir, très très belle, il y a une semaine. Donc au final, c'est hyper cool de pouvoir partager ça et même aussi, on le dit, on veut prendre le temps de discuter, de parler avec les gens, de chercher ce qu'ils veulent. Donc on peut aussi sourcer des pièces avec grand plaisir. Mais surtout, voilà, ce côté relationnel pour nous est très important. On tient à garder vraiment contact avec les gens avec qui on vend, même 1 an, 2 ans après. Et puis ce qui est assez cool, c'est que les gens reviennent aussi. Ouais. Et même, on a vraiment un très très bon taux de clients qui reviennent, je pense presque 1 sur 2, hein, qui reviennent dans l'année nous racheter une pièce. Ouais, donc beaucoup aussi on essaye aussi beaucoup d'avoir une clientèle assez jeune. Parce que je suis passé par là aussi, j'ai commencé à collectionner les montres quand j'avais 15-16 ans et on rentre dans des magasins où on se fait un peu regarder de haut sous prétexte qu'on est un jeune. Voilà. C'est un peu dommage des fois. Heureusement que tous les vendeurs ne sont pas comme ça, mais on a pu remarquer ça avant. Maintenant, il y a un changement a priori qui s'établit parce que avec Insta, avec les réseaux et tout, les montres deviennent aussi un peu plus regardées. Et on comprend aussi que les jeunes sont une future clientèle solide, quoi. Donc ça aussi, ça nous tient aussi à cœur. De trouver des pièces pour des jeunes, pour des gens qui ont moins de 30 ans, 25. Je ne dis pas que ceux qui ont plus de 30 ans sont vieux, hein. mais disons que voilà, ça c'est aussi hyper cool. On est toujours aussi
ouvert à la discussion, on fait jamais de prix, c'est jamais des prix fermes. On va toujours préférer vendre une montre à 4500, enfin qui est affichée 5000 à 4500 à un jeune passionné qui a économisé depuis 2 mois que de la vendre à 5000 à un mec qui nous écrit juste price, point d'interrogation, sans un bonjour. Qui est tu vois. plutôt fâcheux. Ce qui arrive souvent sur Insta quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Les gens pensent peut-être qu'on est des bots des fois. Mais donc ça, c'est aussi un truc le but, c'est de trouver des pièces qui plaisent à tout le monde. Et pareil aussi, même quand on va des fois proposer à des gens d'aller boire un verre, même s'ils nous disent « Ouais, mais j'ai pas le budget, je peux pas acheter et tout. » Mais non, bah, t'es dans le coin, t'es passionné, viens, on va boire un verre, je t'amène deux, trois montres et avec plaisir pour en discuter autour, quoi. Très bien. Ça, c'est vraiment un truc qu'on essaye de faire partager au maximum, quoi. Et je crois que c'est plutôt bien réussi pour l'instant. Donc, Merci, c'est je vous gentil. souhaite beaucoup de Ouais, réussite. c'est encore le début, mais il y a du chemin à faire, mais ça commence à C'est bien parti. faire. C'est bien parti. Bientôt, Donc, on vous souhaite beaucoup de succès dans Bah, ce nouveau merci, projet. ouais. Et puis vous aussi pour. Ouais, et puis vidéo. pour conclure, n'hésitez pas à vous dire ce que vous avez pensé de ces fameuses Oyster Quartz. Hein. C'est quand même des pièces qui sont assez atypiques et il faut rentrer dedans, il faut faire un peu l'effort. Ouais. Mais je crois qu'on n'est pas déçus, hein, si j'ai bien compris. Parce que moi-même, hein, j'ai mis un moment avant de rentrer dedans. Donc intéressant. Alors bien sûr, si vous voulez voir plus des pièces, un peu en savoir plus sur Veritas Watch, voilà, représenté aujourd'hui par Alex, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Pareil pour leur seconde société, Denise, pour les montres modernes. Sur Insta, vous trouvez tout ce qu'il faut. Et puis voilà, les liens sont dans la description, hein, bien entendu. Ouais. Et le site web est quasiment fini, là, il sera updaté d'ici la fin du mois. Formidable. Donc ça viendra aussi. Et puis ouais, d'ici milieu, fin d'année, on prendra un bureau, donc avec plaisir pour tous ceux qui veulent venir nous rencontrer, quoi. Parfait. Et ben merci beaucoup, Alex. Bah, merci Robin. On espère que cet épisode vous aura plu, d'avoir un format un peu plus différent, un peu plus long, un peu plus pointu. Voilà, on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à manifester votre mécontentement, ou si vous êtes content en commentaire, hein, bien sûr, vous avez le droit d'être mécontent. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.